à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier et le live que nous avons fait sur le Discord. Merci beaucoup pour votre présence, on était plus d'une centaine. Le replay est disponible sur la chaîne des Rois du Bitcoin et également sur le Discord directement. N'hésitez pas à aller le découvrir, je l'ai mis dans les replays. On va parler Bitcoin bien évidemment et on va surtout se poser la question, est-il encore temps de paniquer? Pourquoi? On parle de plus en plus de ce fameux lundi noir de 1987. C'était le 12 octobre 1987, là où la bourse nippone, le Nikkei, avait perdu près de 22%. Est-ce que c'est quelque chose qui peut éventuellement se reproduire? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se produire? Et qu'est-ce qui s'était passé sur les marchés US, européens, Nasdaq, à ce moment-là? Et on répondra tout simplement à la question, si on doit paniquer, c'est maintenant, ce sera probablement pas à la fin de la semaine. Et si vous avez l'intention de renforcer massivement, agressivement, parfois à levier, sur Bitcoin, vos actifs crypto-monnaies ou actions préférés, je vous invite à attendre quelques jours avant de le faire et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. On parle tout de suite de Bitcoin sans plus attendre. Bon, on a une belle réaction, soit dit en passant, haussière ici. On avait un petit canal descendant. On arrive actuellement sur une bougie en hebdomadaire à réintégrer ce canal descendant. L'objectif est une résolution haussière. On est parti chercher le premier arrêt. Il y a une réaction algorithmique, automatique. Donc faites attention de ne pas avoir une perception faussée du marché, puisque généralement ces zones-là sont des belles opportunités. On l'attendait depuis très longtemps. Moyenne mobile 50 périodes, notamment en hebdomadaire. Moyenne mobile 200 périodes, notamment en je ne sais plus quelle période. Mais bon, vous avez compris un petit peu l'idée. On avait bien visé ce premier arrêt. La question à se poser, c'est si celui-ci tient. À ce moment-là, l'objectif, c'est de faire un nouveau plus haut. Mais la bougie n'est pas encore terminée. Cette bougie en hebdomadaire n'est pas encore terminée. En revanche, on a aussi, pour des points positifs, tagué cette magnifique trendline, ce qu'on appelle la super trendline. Alors je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Elle est exactement ici. Voilà, il y a une... Non, c'est pas celle-ci que je voulais vous montrer. Est-ce que je l'avais déjà noté quelque part, la super trendline? Elle est où la super trendline? Est-ce que je vais la retrouver? Oui, elle est juste ici. La super trendline jaune, là, qui prend plusieurs cycles. On est venu épouser cette magnifique super trendline qui fait office de support-résistance, tantôt support, tantôt résistance, ici résistance, support, résistance, cassé, support, résistance, cassé, ici support, cassé, résistance, cassé. Bon, vous avez compris un petit peu l'idée. On est parti chercher cette magnifique super trendline. Donc on opère au-dessus, en plus confluence avec le premier arrêt, ça reste positif. Gare à celui qui ne veut malheureusement pas l'avoir et qui voudrait trop s'y accrocher. Faites très attention à ça, c'est juste une question de quelques journées. Pourquoi? On parle beaucoup de ce crack de 1987, mais personne en fait n'a abordé le sujet de comment ça s'était passé et du pourquoi, la cause de ce crack de 1987. Et on le dit très souvent dans le jargon des analystes financiers et des opérateurs de marché, ce n'est jamais différent. Et on va aller tout simplement faire un tour sur un super site qui s'appelle Wikipédia, encore indépendant à ce jour. On va regarder tout simplement la cause de ce crack de 1987. Le doublement de l'endettement global dès la fin des années 70, endettement matérialisé par l'afflux énorme de liquidités. L'indice du Dow Jones triple en 10 ans. Ça vous rappelle pas quelque chose depuis 2020? Ça vous rappelle pas quelque chose depuis 2008? En fait, ce qui s'est passé en 1987 par rapport au doublement de l'endettement global et à l'ajout de liquidité, c'est une paille par rapport à ce qu'on a fait sur les 3 dernières années. Je vous le dis, c'est une paille par rapport à ce qu'on a fait. Maintenant, de prédire, timer un crash ou un Black Swan, c'est autre chose. Mais si on reprend une trentaine d'années, 37 ans très exactement en arrière, ça reste une paille par rapport à ce qu'on a injecté en liquidité. Les importantes, brutales fluctuations du dollar au milieu des années 80, elles étaient très importantes, il est vrai. C'était aussi les accords de Bretton Woods de l'époque. Il y avait eu beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitudes à ce moment-là. C'était en 1973, donc 73, fin des années 70, début des années 80, le pétrodollar, l'émergence du pétrodollar. Vous avez compris qu'il y a eu beaucoup de volatilité à ce moment-là. Si oui ou non la Navy pouvait éventuellement sécuriser les eaux maritimes pour pouvoir acheminer le pétrole convenablement dans le reste du monde, en tout cas de pouvoir le protéger, finalement ça s'est soldé par quelque chose de positif, soit dit en passant, et on a réussi à consommer et à développer nos civilisations respectives. Donc, de la volatilité sur le dollar, oui, depuis une quinzaine d'années, oui, moins importante que 1987, aussi. Un mécanisme d'immunisation des portefeuilles,
très en vogue à l'époque, destiné à réduire le risque, mais que sa généralisation transformant en système vicieux. Est-ce que c'est pas exactement sur un aspect particulier au niveau des obligations, notamment nippones, qui est en train de se passer? C'est des milliers de milliards d'obligations d'État nippon à 0% qui ont été tout simplement achetées en vue d'être replacées sur des obligations plus rémunératrices, une forme de martingale. Effet pervers, c'est toujours la même chose. Quand il y a une forte concentration sur un même système, aussi peu risqué soit-il, ça devient un risque systémique. C'est clairement ce qu'on est en train d'observer et c'est également ce qui est en train d'être tout simplement joué actuellement. Il y a également une importante augmentation des taux. On l'avait vu, c'était une augmentation des taux brutale et on était passé de 7% à 9,5% à l'époque. Je vous rappelle qu'on a vécu une hausse depuis les 18 ou 24 derniers mois bien plus importante, puisqu'on est passé de 0, voire en taux et en environnement négatif, à 5,50. Si vous prenez en fait l'amplitude à la fois algorithmique, logarithmique, pourcentage, multiplicateur, géométrique ou arithmétique, honnêtement, on bat tous les records en termes de croissance au niveau de l'augmentation des taux directeurs. Donc, quelque chose, encore une fois, de similaire par rapport à ce qu'on avait vécu en 1987. Dernière chose, le système automatique d'achat et de vente, donc les premiers algorithmes informatiques de trading de l'époque, qui étaient récents, qui ont amplifié une accélération de plongeon des cours, soit dit en passant, aujourd'hui, notamment via des surveillances de la SEC et de la CFTC, avec des coupes-circuits et avec des obligations de pouvoir avoir un bouton rouge, bien évidemment, pour pouvoir couper tout ça. Mais si ça commence à s'accélérer, ça commence à s'accélérer. Soit dit en passant, je me pose encore la question, et si vous vous posez la question par rapport à Alinda, la fameuse intelligence artificielle générative, conversationnelle, qui communique plutôt pas mal avec les marchés financiers, qui est fortement impliquée et fortement utilisée, notamment par BlackRock, parce que c'est la source de BlackRock. Regardez des vidéos d'ailleurs sur Aladdin, BlackRock, alerte, crash, catastrophe, apocalypse. Vous trouverez des vidéos très sympas, notamment une vidéo que j'ai en tête de Moderadar qui donne une vue relativement large des potentielles conséquences d'un dérèglement de ce type d'applicatif. Donc je vous inviterai à le regarder. En somme, actuellement on ne le joue pas, on ne le voit pas, il n'arrive pas, évidemment, mais c'est quand même un risque dit existant. Dès lors, on va travailler ensemble et je vous inviterai encore une fois, comme je l'ai annoncé dans l'introduction, peut-être d'attendre quelques jours avant de pouvoir vous exposer ou vous réexposer, voire vous surexposer, et soit dit en passant en levier, sur notamment nos cryptoactifs et nos crypto-monnaies préférées. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un contre-coup en fait, de ce crash de octobre 1987. On va y revenir ensemble. Je ne vais pas aller sur Bitcoin. Qu'on le veuille ou non, il n'existait pas à ce moment-là. Je vais aller sur le S&P 500. Regardez un petit peu l'environnement actuel du S&P 500 au niveau des indices boursiers. Donc on peut les prendre sur le Nasdaq également et on peut les prendre aussi sur le Nikkei si vous voulez. Des formes de paraboles, un fort flux, des forts achats, all-time high, on est au plus haut de tous les temps, alors qu'on est dans un environnement restrictif au niveau de l'économie américaine, même si elle se porte plutôt bien, notamment du côté de la croissance, même si elle est en train d'être revue à la baisse, et on va le regarder d'ailleurs juste après, c'est aussi ce qui pourrait être anticipé. Donc vous voyez un petit peu la dimension, la représentation du S&P 500, pas baissier, plutôt bullish ici. On va repartir en 1987, pas 2020, pas 2008, pas 2000, 1987. Alors on va passer dans des toutes petites représentations assez sympathiques. Vous allez voir pourquoi il faut éventuellement tenter de se prémunir, et si on doit paniquer, pourquoi pas le faire maintenant. C'était clairement ici, en fait, le 12 octobre 1987, là où le Nikkei avait perdu près de 18% à l'époque. On le regardera si vous voulez juste après. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, c'était l'apocalypse. S&P 500 a perdu du son all-time high jusqu'au point bas, 36%, 35%. Ça s'est pas fait le lundi. On n'a pas paniqué en une journée. C'est qui est prêt à sortir maintenant et qui doit sortir maintenant si cette incertitude s'amplifie. Quand je vous parle d'incertitude, et je tente de vous le rappeler, est-ce que vous avez entendu Jérôme Powell annoncer quelque chose depuis hier ? Est-ce que vous avez entendu la BOJ annoncer quelque chose depuis hier ? La seule chose que j'ai pu lire et entendre, ce sont potentiellement des interprétations de banquiers, généralement JP Morgan, Goldman Sachs, Fidelity, pourquoi pas BlackRock, etc., qui nous expliquent tantôt
on estime que la Fed a 25% de chance de baisser ses taux de 50 points de base en septembre. D'autres disent que ça va être fait au mois d'août en anticipation. D'autres, bon, il n'y a pas de visibilité, il n'y a que de l'incertitude. Je le dis très souvent, si vous voulez que la Fed baisse ses taux, elle doit être contrainte de le faire si elle ne l'anticipe pas ou si elle ne nous dit pas. Elle nous a expliqué que potentiellement elle pourrait le faire le 18 septembre de 0,25 points, peut-être 0,50 points, on verra un petit peu les estimations à ce moment-là. Si ça fait ça, avant la fin de la semaine ou dans les 15 jours qui suivent, croyez-le ou non, mais elle va le faire. Elle sera donc contrainte de le faire. Et c'est ici que vous avez votre opportunité. C'est pas là que vous avez votre opportunité. C'est pas ici. C'est ici que vous avez votre opportunité. Quand tout le monde est contraint en fait de réagir et d'agir. Et évidemment, ce sera toujours la même chose. On imprimera et on sortira la planche à crédit et la planche à billets comme jamais nous ne l'avons fait précédemment. Donc ce sera un point, une opportunité d'une vie. Bitcoin aura perdu 50%, soit dit en passant, et vous allez voir, ou peut-être 70%, soit dit en passant, mais vous allez voir, c'est pas forcément quelque chose qu'on a exclu depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Je vais passer du côté du Nasdaq, parce que ça nous intéresse. Certains penseront que Bitcoin et les cryptoactifs sont plutôt des valeurs technologiques, ou en tout cas du secteur technologique. D'autres diront réserve de valeur, mais tout le monde en a pris un derrière la tête, hein, bien évidemment. Donc choisissez votre camp, mais en fait le résultat sera exactement le même. Ici, on retourne le 12 octobre 1987. Nous étions donc ici. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et apocalypse. Voilà. Donc en une semaine, Nasdaq a perdu 37%. En une semaine, pas en un jour. Alors qu'on avait déjà... On parle de ce 12 octobre. Hein. On va partir sur le Nikkei. Parce que vous l'avez vu, on l'a vu tous ensemble. Et ça a beaucoup été commenté au niveau des fonds indiciels. Au niveau du Nikkei, qui se trouve juste ici. Donc actuellement, un joli rebond. D'ailleurs, vous le voyez bien, un joli rebond. Donc on ne l'a pas vu juste avant, mais vous prenez le S&P 500, joli rebond le lendemain. Hein. Vous prenez le Nasdaq, joli rebond le lendemain. Hein. Soyez patient, soyez patient. Joli rebond, hein, d'ailleurs, ici actuellement, sur le Nikkei, hein, qui a quand même perdu 26%. On repart en octobre 1987. On s'amuse à faire ça, mais je trouve ça intéressant puisque je ne l'ai pas vu, donc je préfère vous le dire aujourd'hui. Ok. Octobre 1987. Octobre 1987, toujours pas. Octobre 1987, ici. Voilà. Donc, on était donc le 12 octobre. Ah, c'était un peu plus tard, pardon. Excusez-moi. Donc, 20 octobre 1980. Alors, je ne sais pas s'ils sont bons, ces trucs-là, d'ailleurs, en passant. Si, logiquement, je suis sur le TVC. Bref, ici, ça a complètement déboulonné. Et le Nikkei a perdu 18% et jusqu'à 20%. Ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, de l'observer par rapport à cet indice-là, c'est que S&P 500 et le Nasdaq ont perdu plus. Oui, mais ils partaient de plus haut. Il faut aussi le comprendre et le représenter comme ça. Je vous rappelle également qu'à l'époque, dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, le Japon était considéré comme le fleuron technologique mondial. Aujourd'hui, on peut parler de la Corée, on peut surtout parler des États-Unis. Toutes les plus grosses boîtes tech et fintech et IA, etc. se trouvent actuellement aux États-Unis et ils font actuellement la même chose du côté des technologies blockchain. Donc c'est formidable de l'observer, ça veut dire qu'on peut éventuellement le jouer également. Voilà, j'avais vraiment envie de vous remettre dans cet état d'esprit-là pour vous expliquer que ça peut être intéressant d'attendre peut-être quelques jours avant de commencer à se réexposer fortement. Puisque si ce risque est réellement un risque systémique qui vient du Japon, et c'est quelque chose qu'on avait déjà abordé ensemble il y a plus d'un an, et à ce moment-là, c'est pas du jour au lendemain qu'on va polariser en fait le sentiment. Beaucoup diront c'est le moment d'acheter. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, on est dans un extrême fear. Entre le fear and greed, on est dans l'extrême fear. Donc dans l'extrême peur ici. Oui, mais en fait, quand la rationalité surpasse le bon sens, l'irrationalité surpasse le bon sens, quand il faut partir, il faut partir. Et partez du principe que ce qui fait le prix d'un asset, c'est la rencontre à un instant T entre l'offre et la demande. Donc si tout le monde veut partir d'un seul coup, qu'il soit forcé en étant liquidé ou qu'il soit contraint parce qu'il en a besoin, à ce moment-là, ce sera fait sur un laps de temps. Et ce n'est pas une journée. Ça peut prendre une semaine, ça peut même prendre 2 semaines. Mais vous voyez en fait que tous les replis ou tous les rebonds sont faits tout simplement pour être shortés. Dès lors, je finirai tout ça. Vous avez d'ailleurs exactement la même chose sur le CNN, hein, Extreme Fear, et ça fait très longtemps qu'on n'était pas tombé dans l'extreme fear au niveau des index.
On parle ici de taux obligataires, on parle ici des marchés financiers, on parle ici des marchés options, on parle ici de la volatilité. Le VIX vient de casser et un de ses plus hauts, donc attendez éventuellement que le VIX redescende. Attendez juste la fin de la semaine. Je vous le remontre encore une fois au niveau du VIX. Je ne vous en ai pas parlé sur la vidéo, je crois que je vous en ai parlé dans le live qu'on avait fait. On n'est pas à une semaine près. Attendez que ça se calme. Attendez vraiment que ça continue à se calmer. Si vous prenez ici, au niveau du VIX, alors je vais juste enlever mes indicateurs, comme ça on verra beaucoup mieux, et je reste en délit. Oui, mais les premiers jours aussi, ça s'était calmé. Vous voyez, une belle bougie rouge ici, et puis derrière, ça repart, et c'est quelques jours au niveau du crack Covid. Repartez en 1987. Est-ce qu'on les a, ces datas de 1987 sur le VIX? Je pense pas, soit dit en passant. Je les ai pas, je les ai, mais c'est un peu... C'est une estimation, quoi. Bon, comme c'est une estimation, à mon avis, on va pas voir grand-chose. Ouais, je l'ai même pas. Ok, dans les années 86. Mais vous avez compris un petit peu l'idée. Soyez un petit peu patient et attendez, entre guillemets, que la poussière retombe, tout simplement. Quand vous prenez un raz-de-marée, attendez que la mer se retire. Et actuellement, on est encore sous l'eau. Il faut comprendre qu'on est encore dans une forme d'incertitude. Et ça tombe bien. Sur les marchés de nos jours, c'est rapide. Mais c'est pas 3 minutes. Hein. C'est quelques jours, peut-être quelques semaines. Maintenant, je finirai tout simplement sur la partie technique pour commencer à avoir nos premières invalidations. Donc on peut le regarder en horaire, on peut le regarder en 4 heures, on peut le regarder en daily. Moi j'aime bien les regarder en daily ou en 4 heures pour avoir mes premiers signaux éventuellement de réintégration. Regardez juste ça, vous prenez le précédent mouvement, premier arrêt, tant que le premier arrêt tient, le plus probable qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Donc si en quelques jours on reste là-dedans, on fait un petit nouveau plus bas et qu'on se retrouve en fait le week-end prochain et que il s'est pas réellement passé quelque chose, à ce moment-là, vous avez des bons plays pour essayer éventuellement d'aller chercher les extrémités ou éventuellement essayer d'attendre des réintégrations, casser le premier arrêt, zone de rechargement de vente logique et éventuellement avoir une petite expansion, tout simplement. Donc on sait qu'on est sur 15 jours un petit peu en équilibre ou une semaine en équilibre. Prenez le temps en fait de prendre du recul, pourquoi pas couper les écrans, mettre des alertes, mais ne vous précipitez pas sur ce qui peut être apparenté comme des opportunités d'une vie. Les opportunités d'une vie ne se passent que dans la tête. Maintenant, s'il est encore le temps de paniquer, et je finirai là-dessus parce que je vais titrer la vidéo comme ça, si on perd 30% sur les indices, partez du principe qu'on devrait se retrouver pas très loin des 35-40 000 $ sur Bitcoin, et c'est bien évidemment des objectifs qu'on avait déjà ciblés ensemble. C'est important. Pourquoi? Parce que vous avez ce M-top. D'ailleurs, on peut enlever ce trade. Rappelez-vous, on l'a fait péter à break-even. Donc, on avait pris des TP numéro 1, TP numéro 2. M-top qui a été validé. Hein. Rappelez-vous ici, M-top, validé, confirmé. La structure est faite, objectif, ratio de 1 pour 1. Donc, on peut aller chercher ce ratio de 1 pour 1 qui donne exactement la target de JP Morgan aux alentours des 42 000 $, 40 000 $, 39 000 $. Ah, je vais le prendre à l'exactitude. Voilà, ratio de 1 pour 1, 39 000 $ très exactement. S'il vous plaît, achetez des Trendline baissières. On ne va pas le rappeler 1000 fois, mais ça, c'est une super opportunité. Donc vous voyez qu'on doit encore perdre sur Bitcoin, donc ça va probablement faire mal. Si on est déjà à levier x5, x6, x10, x20, si on se reprend du moins 30%, ça fait mal. Hein. Donc faites attention, la liquidité s'y trouve. Hein. Il y a beaucoup de liquidité, vous regardez ça sur Decentrader, on peut aller la chercher jusqu'à 39 000, 40 000 $, déjà 48 000, 47 000, et il y a de la place. Même si le marché devient irrationnel, même si on a l'impression que c'est pas rentable pour le marché d'aller au sud. On s'en fiche, si tout le monde veut vendre en même temps, à un moment donné, les market makers, ils ne porteront pas contrepartie. Ils vont finir par déboucler aussi, hein, tout simplement. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Je finis avec une dernière petite chose, et je le regarde énormément, c'est au niveau de mes stablecoins. Ce qu'on voit au niveau actuellement de Bitcoin, ce qu'on voit actuellement au niveau de nos cryptos totaux, par rapport à ces structures qui sont malheureusement pas très jolies, qui doivent nous donner en fait ces fameux ratios de 1 pour 1. D'ailleurs, je crois qu'on les a eu, ces ratios de 1 pour 1, ici. Ou peut-être pas encore, soit dit en passant. Je vais regarder avec vous, je le fais en live, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Ah, vous l'avez ici d'ailleurs. Ouais. Ici, vous avez la première structure, une structure dans une structure. Est-ce qu'on peut targeter des AB égale CD? On va le regarder. Oh, soit dit en passant, c'est pas complètement possible, mais ça ferait encore mal. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on reperdrait près de 60% sur le crypto. On ne va pas le souhaiter, mais on n'en est pas à l'abri, encore une fois. Hein. Les structures sont faites, hein. Des M dans des M dans des M, ratio de 1 pour 1. Vous les connaissez, ces ratios, c'est très très important de les prendre en considération. Et actuellement, nous n'avons pas atteint ces objectifs de ratio de 1 pour 1. La contrepartie de ces ratios-là, oui, ça fait encore mal, 320 milliards. C'est le cas de la panique générale. Hein. Donc si on doit paniquer, c'est malheureusement pas là qu'on paniquera. Hein. Soyez conscients de cela. Donc ça, on a déjà paniqué, et libre à chacun, hein. Mais on panique pas là-bas. Hein. Ça, c'est des opportunités d'une vie. Et à ce moment-là, on les créera, ces opportunités, dans le sang, etc. Warren Buffett l'a dit, je l'ai répété aux académiciens encore à midi. Intéressez-vous à des boîtes ou à des entreprises qui vous font rêver
à des projets qui vous font rêver et qui sont aujourd'hui humiliés. Je vous en cite un dans les cryptoactifs. Atom Cosmo. Il fait rêver. Certains d'entre vous penseront à CSPR. Certains d'entre vous prendront des Layer 2 comme Polygon Matic, par exemple. Certains d'entre vous prendront éventuellement Ethereum, mais actuellement n'est pas encore dans une zone d'humiliation. Bitcoin non plus, plutôt très résilient. Si vous prenez le cas des valeurs technologiques ou traditionnelles, vous avez Apple. Actuellement, elle n'est pas humiliée. Elle est sur des all-time high et Warren Buffett prend des profits. Donc il fait exactement ce qu'il dit. Si vous prenez un exemple, et j'ai pris cet exemple qui me touche beaucoup moi personnellement, puisque je suis consommateur, ou j'ai été beaucoup consommateur de ses produits et de ses services, Ubisoft. Actuellement, Ubisoft est une entreprise qui est humiliée d'un point de vue national et même international. Alors qu'on continue à utiliser ses jeux, à consommer ses services, à consommer sa vision, tout simplement, notamment avec les prochaines super productions comme Star Wars ou une suite potentielle de Avatar qui a très bien fonctionné. Peut-être un petit peu en deçà des attentes, mais qui a très bien fonctionné. C'est une boîte qui est rentable aujourd'hui. Mais au niveau du management et au niveau de ce qui se passe au niveau du consensus interne de l'entreprise, c'est une boîte qui est aujourd'hui humiliée. Et il faut s'intéresser à ces boîtes-là. Et moi, je m'intéresse à ces boîtes-là. Et si vous regardez la tronche de Ubisoft, vous avez quand même, en tant qu'investisseur avéré, plus peut-être envie de commencer à vous y intéresser plutôt que vous intéresser à Apple. Et évidemment, vous avez compris un petit peu l'idée. Bon. Pas plus de choses à dire par rapport à ça. Je vous donne juste la réciprocité des structures en M que nous avons observées juste préalablement. Ça, vous les avez en fait sur les market cap totaux. Donc ça, j'aime bien vous les montrer parce que ça marche aussi très bien. Vous avez donc ici des structures en hebdomadaire, dans des W, dans des W, dans des W. Ici, la structure était faite. Vous avez la parfaite représentation, si vous voulez, au niveau de l'opposition. Stablecoin, capitalisation, par rapport au reste du marché. L'objectif, c'est de faire un ratio de 1 pour 1. Par ratio de 1 pour 1. Vous prenez exactement ici, au niveau de votre ligne de coût, bottom, ici, au niveau des lots, et vous allez chercher un ratio de 1 pour 1, qui est en confluence parfaite par rapport à cette magnifique trendline. Et il faut aller les jouer, ces trendlines. Elles font office de support-résistance. Après, ça peut casser pour arriver dans des situations dramatiques. Je vous donne un exemple concret. Ici, super opportunité d'une vie. Vous avez compris un petit peu l'idée, un petit peu ce qu'on avait vécu ici, si vous voulez, en juillet 2021, avant de faire un nouvel ATH, et on avait perdu près de 70% sur les crypto-monnaies, et ça continuera à arriver. On reperdra 70% sur les crypto-monnaies. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on sera en dessous du prix substitué actuel? J'en ai pas la moindre idée, je ne connais pas l'avenir. Mais j'aurai un semblant de réponse très probablement à la fin de la semaine. Si j'ai pas de visibilité et si j'ai encore des incertitudes et les insiders et les opérateurs de marché ont encore des incertitudes, généralement, c'est pas pour donner des cadeaux en or, pour nous accepter des leviers x20, x30 ou x10 à levier sur nos crypto-monnaies. Généralement, ça se passe pas comme ça. Bien évidemment. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo. Attendez donc bien évidemment vos confirmations. Je ne les reprendrai pas ici sur des grandes timeframes. On a le temps chez les rois et notre petite boussole, si vous voulez, temporelle, elle est plutôt ici sur les options. Et regardez ce qui s'est passé sur les options, à prendre ou à laisser, mais vous avez eu des augmentations de put extrêmement importantes sur les 44 000 $ et sur les 48 000 $. Contrepartie de la liquidité qui se trouve notamment sur les 100 traders, on vient de le voir juste avant. 46 48 000 $, grosse poche de liquidité. D'accord ? Où le cours devrait en fait ici latéraliser. Donc actuellement, on a donc des strikes à partir de maintenant de 48 000 jusqu'à 70. Je pense donc qu'on ne sera probablement pas au-dessus des 70 à la fin du mois. Je pense donc qu'on ne sera probablement pas en dessous des 48 à la fin du mois, mais on peut très bien les visiter. Dans un sens comme dans l'autre, je suis tout à fait d'accord. Avec un max price à 62. Plus on sera éloigné de ce max price, plus on aura une direction tendancielle moyen terme. En somme, est-ce que pendant 3 mois, on se retrouve un petit peu dans les enfers à créer une forme de dépression collective, ou est-ce qu'on est plutôt dans l'euphorie, et à ce moment-là, il faudra la jouer, cette euphorie, pour aller chercher de nouveaux ATH? La question reste complètement posée. Je reste, et je fais partie de ceux qui pensent qu'aller chercher de la liquidité où elle se trouve est plutôt bon et plutôt sain pour le marché. Est-ce que vous pensez ou pas, à tort ou à raison, que nous avons attrapé ici suffisamment de liquidité? Vous pourrez le penser. Il y a eu des records de liquidation qui dépassent ce qu'on avait vécu depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Est-ce que c'est suffisant? La réponse reste complètement ouverte. Attendons quelques jours. Je m'inscris dans cette logique. Faites bien évidemment ce que bon vous semblera. Utilisez néanmoins et attendez bien évidemment vos propres confirmations. Je vous souhaite une excellente après-midi. On se retrouve jeudi dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin.